pro des cryptos. Tous les vendredis, en effet, à cette heure-ci, parce que les crypto-monnaies sont une fraction supplémentaire probablement de notre avenir. Nicolas Chéron est toujours en ligne avec nous depuis Zone Bourse et Grégory Raymond vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Journaliste spécialisé dans les crypto-actifs, la blockchain, auteur du podcast 21 millions, podcast qui cartonne. Et de sa newsletter. Et de sa newsletter, voilà, exactement, vous faites bien de le dire et de le rappeler. On rappelle parce que on parle ici à tout le monde, véritablement, au grand public, ceux qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas. Les crypto-monnaies, ça reste ultra, méga, archi volatile. N'y placez pas l'argent dont vous avez besoin. Nicolas, d'ailleurs, depuis notre première émission, c'était il y a 2 semaines, il s'est passé pas mal de choses sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, je vois le niveau du Bitcoin qui est pas tout à fait au même niveau qu'il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, Nicolas, dans votre univers, cet univers des cryptos qui passionne de plus en plus de monde? Alors écoutez Guillaume, bonjour Grégory également, content de vous retrouver. J'ai noté quelques points qui m'ont paru importants à traiter, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors je vais commencer par les mauvaises nouvelles, peut-être des choses qui pèsent sur les prix. Premièrement, on a les banquiers centraux qui, à chaque fois qu'ils sont interrogés sur la hausse des crypto-monnaies, continuent d'avoir des discours négatifs, que ce soit Steve Mnuchin aux États-Unis, que ce soit Madame Lagarde à la BCE. Voilà, les banquiers centraux n'aident pas forcément cette classe d'actifs, c'est le cas de le dire. Autre bémol, peut-être que Grégory comptait en parler, mais je l'ai vraiment noté, c'est les rumeurs de failles à cause d'un cas rare dans la blockchain, un stale block, c'est-à-dire qu'on a eu une transaction qui aurait été validée par 2 mineurs en même temps sur 2 blocs, ce qui est en théorie impossible. La blockchain, en fait, c'est très bien gérer ce problème, mais si vous voulez, le fait que les médias s'en emparent a engendré de la volatilité, et vu qu'on était dans un cadre de respiration, de prise de bénéfices sur le Bitcoin, peut-être que ça a pesé également sur les cours. Donc la résultante depuis notre dernière discussion, c'est une baisse de 25-30% des prix du Bitcoin par rapport au plus haut à 42 000 $. Mais on sait très bien que c'est une classe d'actifs volatile et c'est tout à fait légitime. Les bonnes nouvelles, c'est que les stratégistes, les grands fonds continuent d'investir dans les cryptos et ça, c'est vraiment un phénomène d'adoption mondiale. On a MicroStrategy, société cotée au Nasdaq dont on avait parlé la dernière fois, qui a accumulé plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin, qui continue de faire ses courses pendant la baisse récente. On a BlackRock, la super société de gestion, une des plus grandes au monde, si ce n'est la plus grande, qui estime qu'il pourrait être intéressant de se pencher sur le Bitcoin. Donc sachant qu'il pèse des milliers de milliards, si vous voulez, un simple ruissellement, un simple petit pourcentage pourrait avoir un effet de vague. BlackRock, on peut rappeler, BlackRock a sous gestion plus de 8 600 milliards de dollars d'actifs. Exactement. Donc il suffirait de quelques centaines de millions, quelques milliards, cela pourrait aider la cause des cryptos. Donc voilà, ça c'était les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et puis j'aimerais revenir sur un phénomène quand même qui est important de la compréhension en fait des crypto-monnaies. C'est qu'on a, comme sur les marchés actions, à des périodes, des rotations sectorielles. Vous vous souvenez, le 9 novembre dernier, le vaccin sort et d'un coup, on a toutes les valeurs value, toutes les valeurs cycliques qui se sont repris et puis les autres valeurs qui ont baissé. Bien, sur les cryptos, on a ce même phénomène de vase communicant qu'on appelle la alt season, c'est-à-dire qu'on a le poids du Bitcoin qui va varier dans le poids total des crypto-monnaies. Le poids du Bitcoin peut varier entre 40 et 70% de la taille du gâteau total, et il y a une sorte de cyclicité. Et alors, ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, c'est que on a eu une très forte hausse du Bitcoin de 12 à 42 000 $. Puis on a eu une rotation sectorielle qui s'est opérée, c'est-à-dire que des prises de bénéfices sur le Bitcoin, mais toutes les autres altcoins, dont l'Ethereum, qui a été chercher des nouveaux records historiques. Donc on ne peut pas vraiment parler de chute de la classe d'actifs des cryptos. C'était tout simplement un vase communicant du Bitcoin vers les autres et pour une masse globale qui est restée non loin de ses records historiques. C'est vrai que depuis la dernière fois qu'on se parlait, il y a 2 semaines, le Bitcoin a pas mal consolidé, mais on voit parallèlement, c'est vrai aussi, d'autres crypto-monnaies, on appelle ça les altcoins, c'est ça? Je découvre avec vous. Et toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin, en fait. Ah ben voilà, grâce à vous. On les voit, ces autres cryptos, parfois profiter de la baisse du Bitcoin. L'Ethereum en plein boom B2OM, c'est pas un boom, voilà, c'est un boom positif. Il a même atteint l'Ethereum, Grégory, son plus haut historique cette semaine. Exactement, oui, il est revenu toucher les 1450 $. Donc c'est une sacrée performance. Sur l'année passée, c'est un x8, alors que le Bitcoin n'a fait que x4.
Pas mal, c'est pas mal. Alors on s'adresse à tous, cette émission elle est d'abord pédagogique et on a une question d'un particulier justement qui nous écoute et qui nous demande quelle est la différence entre l'Ethereum et le Bitcoin. Alors, on va essayer d'être simple. Le Bitcoin, c'est une monnaie qu'on peut dire pure et dure. Il n'y aura que 21 millions d'unités en circulation. C'est un peu comme de l'or numérique. Tandis que pour Ethereum, bien sûr, ça peut servir de monnaie, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas encore de limite sur le nombre d'unités en circulation. Et c'est plutôt comme un Internet décentralisé, c'est-à-dire qu'on va bâtir des services et des applications dessus. C'est des applications financières, surtout, mais le gaming, ça marche beaucoup. Et la crypto-monnaie donc, qui fonctionne sur Ethereum, qu'on appelle l'Ether, ça sert de carburant pour utiliser ces applications. Donc plus il y aura d'applications, il y en a à peu près 3000 aujourd'hui, plus on aura besoin d'Ether pour les faire fonctionner et donc ça devrait fort logiquement augmenter son prix. Alors que le Bitcoin, ça n'a pas du tout ces usages-là. C'est un moyen d'échange, On peut bâtir des applications dessus, mais c'est plus limité, ce n'est pas vraiment fait pour ça. Et pourquoi donc, du coup, l'Ethereum a autant de succès en ce moment? Nicolas nous parlait d'effets de vase communicant, un peu comme sur les marchés financiers. En bourse, on voit des rotations sectorielles. Quand un actif recule, d'autres peuvent en profiter. Il y a d'autres explications aussi qui viennent s'ajouter pour expliquer le succès, le carton, le record cette semaine de l'Ethereum. Selon moi, il y a une tendance de fond qui peut se vérifier, c'est que on voit l'émergence d'un nouveau secteur qui s'appelle la finance décentralisée. C'est des applications donc qu'on développe sur Ethereum, et il y a aussi le lancement de sa mise à jour 2.0 qui doit aboutir d'ici 1 à 2 ans, qui devrait rendre ce protocole plus économe en énergie et surtout démultiplier le nombre de transactions par seconde. Là, en ce moment, c'est à peu près 15. Ça pourrait monter jusqu'à 40 000 par seconde. Et pour comparer, Visa, c'est à peu près 25 000 par seconde. À quelle échéance? On a une idée de ça, par exemple? Les investisseurs, en tout cas, ont ça en tête? C'est programmé pour 2022, donc oui, je pense que les gens aujourd'hui peuvent investir dans Ethereum à cause de ça, en fait, ou grâce à ça. Bon, c'est intéressant. Et aussi cet effet de vase communicant. On peut le décrire plus précisément encore, Nicolas, cet effet de vase communicant qu'on a observé peut-être entre le Bitcoin qui recule, qui consolide depuis 2 semaines, et le record du Bitcoin à 42 000 $. C'était lors de notre première émission des pros des cryptos sur BFM Business. Donc depuis, le Bitcoin recule et l'Ethereum qui en profite. Est-ce qu'on peut expliquer comment ça marche à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors en fait, si vous voulez, ça me fait un peu penser au phénomène que l'on a parfois sur les métaux avec l'or et l'argent. C'est-à-dire qu'on a l'actif principal et puis l'actif secondaire qui va parfois suivre et parfois faire cavalier seul. Et on a déjà assisté à des périodes, par exemple, où les cours de l'or pouvaient stabiliser ou monter faiblement et où les cours de l'argent explosaient littéralement, alors que habituellement c'est plutôt l'or qui a le lead. Et bien là, c'est un peu la même chose. On a un moment des investisseurs qui se disent que le potentiel est relativement restreint sur un actif, qu'en allant sur un autre, on va avoir un potentiel haussier plus important, une sorte d'effet rattrapage. En effet, le Bitcoin avait dépassé et accéléré au-dessus de ses plus hauts historiques, alors que l'Ethereum ne l'avait pas fait. Donc les opérateurs ont switché de l'un à l'autre pour aller jouer cet effet de rattrapage vers les records historiques. Est-ce que l'une peut être une couverture contre l'autre? D'ailleurs, en bourse, parfois, on se couvre, on joue la hausse des cours du pétrole et puis de crainte d'être déçu, on se couvre aussi contre ce qui pourrait se passer. Est-ce qu'on peut se couvrir contre les tendances à la baisse éventuellement du Bitcoin en achetant de l'Ethereum? Bref, est-ce qu'on peut trouver des stratégies de couverture dans cet univers des crypto-monnaies comme on peut en trouver en bourse, Nicolas? Je pense qu'il serait bon de ne pas vouloir trop compliquer les choses. Par exemple, on me demande souvent est-ce qu'il convient d'avoir du Bitcoin ou d'avoir plusieurs cryptos? De la même manière qu'il faut, pour un investisseur sur les marchés actions, avoir un portefeuille diversifié, il est bon d'avoir un portefeuille crypto diversifié. Est-ce que l'un peut couvrir par rapport à l'autre? Ça, franchement, je ne pense pas. Ça me paraît être de la stratégie complexe. Et encore une fois, on me demande aussi parfois qu'est-ce qu'il faut surveiller comme zone de prix, où est-ce qu'il faut acheter le Bitcoin, mais en fait le Bitcoin est extrêmement complexe à anticiper, à lire, même pour ceux qui font de l'analyse graphique, analyse fondamentale et autres, ça reste quand même un actif très, très surprenant. Mais il y a une chose que l'on sait, c'est que la dynamique de long terme est haussière. Donc en fait, moi sur les cryptos, ce que je préconise, c'est point 1, la diversification, en avoir plusieurs avec une majorité de Bitcoin. Point 2, opérer la méthode DCA, c'est-à-dire une méthode de lissage des prix. Ça s'appelle le Dollar Cost Average, DCA. Et en fait, plutôt que d'essayer de chercher le point bas, le point haut, de trader, de se faire avoir, de sortir alors que ça continue d'accélérer, d'être frustré, etc., on va tout simplement allouer une somme tous les mois ou tous les trimestres qu'on va mettre dans les cryptos, quel que soit le prix, que les prix soient hauts, que les prix soient bas, peu importe, on va tout simplement accumuler une partie de notre épargne sur cette classe d'actifs volatiles.
Bon, on va parler aussi dans un instant de finances décentralisées. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit, en quoi les crypto-monnaies sont en train de constituer, de dessiner, de fabriquer cette future finance décentralisée. Juste avant, puisque vous apportiez là des jalons pratiques à nos auditeurs et téléspectateurs, Nicolas, on va continuer. C'est un autre auditeur qui nous demande comment acheter du Bitcoin. Et on comprend sa question quand on voit qu'un seul Bitcoin coûte plus de 32 000 $. Ça fait un peu cher. Comment acheter du Bitcoin aujourd'hui, 22 janvier, Nicolas, quand on n'a pas forcément 32 000 $ à mettre sur la table d'un coup? Vous avez énormément de courtiers en fait qui proposent des fractions de Bitcoin. D'ailleurs, que ce soit dans une méthode DCA ou d'une méthode de trading, il y a par exemple une société française dont on avait parlé la dernière fois qui fait du DCA qui s'appelle StackingSat et qui va permettre d'avoir des fractions de Bitcoin. Alors il faut que Grégory me rappelle par contre le Satoshi c'est une fraction de combien de Bitcoin, mais vous avez en fait des fractions et vous pouvez acheter un petit morceau de Bitcoin. Ouais, Grégory, c'est combien de Bitcoin? C'est un Bitcoin divisé par 100 millions, c'est la plus petite unité et qui porte ce nom en référence au créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Ah voilà, Nicolas. Vous aviez oublié ou c'était une colle faite exprès là? Non, c'est pour s'envoyer la balle. D'accord. Tiens, justement, finance décentralisée, donc les crypto-monnaies, c'est de la finance décentralisée ou pas? On en entend de plus en plus parler, on nous dit même que ce serait l'avenir de la banque. Est-ce qu'on peut traduire tout ça pour les non-initiés, Grégory? Je vais essayer. Donc en fait, il y a beaucoup d'applications qu'on appelle de finance décentralisée qui sont bâties sur Ethereum. Et en fait, qu'est-ce que c'est la finance décentralisée? C'est tout simplement des banques sans les banques, donc sans le centralisateur humain. Je vais prendre l'exemple du protocole AAV qui est développé sur Ethereum. Des utilisateurs de crypto peuvent prêter leur crypto-monnaie et recevoir des intérêts d'autres personnes qui veulent les emprunter. Ça permet de faire plein de choses, notamment, vous savez, dans le secteur bancaire traditionnel. C'est du gré à gré. Exact. C'est du pair à pair. C'est du pair à pair. C'est comme quand on télécharge des films, quoi, si vous voulez. Et ça permet de résoudre un problème qu'il y a dans le secteur bancaire. Vous savez, si votre banquier aime pas votre tête, il va peut-être pas vous offrir un prêt super avantageux. Là, c'est un programme informatique, donc peu importe votre tête, vous aurez les mêmes conditions. Oui, il vous aimera jamais, quoi. C'est ça. Et si on veut s'exposer à ça, on peut investir dans des tokens de gouvernance. Donc, par exemple, le token de gouvernance AAV, il a pris 5000% en 2020. C'est énorme, c'est très spéculatif. Il faut surtout pas mettre toutes ses économies dedans. Mais ce sont des choses très, très ambitieuses. Et les banques centrales, elles vont laisser faire ça longtemps ou pas? Je vous pose la question parce qu'il y a 10 jours, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qu'on suit sur BFM Business, bien sûr, on parle de tous les actifs, de toutes les perspectives macroéconomiques chaque jour, à tous les non-initiés aussi, on parle à tout le monde. Christine Lagarde expliquait vouloir réguler le Bitcoin. Et les crypto-monnaies, est-ce que ça pourrait mettre en cause ce grand projet ou en tout cas ce grand dessein d'une finance décentralisée qui viendrait à remplacer les banques? Les protocoles sont neutres par définition. Par contre, il y a des sociétés qui travaillent derrière dessus et celles-ci pourraient être régulées. Mais pour l'instant, on va dire que les États ne se sont pas encore lancés dans la régulation de la finance décentralisée. Ils se sont arrêtés au Bitcoin tout court. Bon, Nicolas, un mot à ajouter là-dessus sur la finance décentralisée? C'est votre dada? Nicolas, êtes-vous là? On a perdu Nicolas Chéron. Je crois qu'il est dans les Alpes en plus. Il nous parlait là comme ça du haut du ciel, au-dessus des nuages. Et on a perdu Nicolas qu'on retrouvera bien sûr dans 2 semaines avec beaucoup de plaisir. Vous le savez, toutes les 2 semaines, Nicolas Chéron vient dialoguer avec vous, Grégory. Et puis toutes les 2 semaines en alternance, c'est Vincent Gagne qui s'y colle. Justement, Grégory, vous êtes l'auteur de cette newsletter 21 millions. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette newsletter cette semaine, ce week-end? Alors cette semaine, je vous propose une grande enquête sur le Tether, qui est le plus gros stablecoin du marché, qui pèse environ 25 milliards de dollars et qu'on présente parfois comme le Lehman Brothers de la crypto. Donc j'ai remonté la piste et j'ai interrogé des protagonistes au cœur de cette affaire depuis de nombreuses années. Et il y a un gros risque alors si c'est le Lehman de la finance, attention. C'est la rumeur, mais si vous lisez l'enquête, vous apercevrez que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est une histoire qui finit toujours bien. Quand on interroge les spécialistes des cryptos, l'histoire doit bien finir de toute façon. Bon. Moi, je suis juste là pour commenter. Non, mais vous êtes journaliste et enquêteur et justement, c'est intéressant et c'est pour ça que ça nous permet justement, vos propos, vos enquêtes nous permettent à tous ceux qui nous suivent sur BFM Business de sortir des préjugés sur ces crypto-monnaies. Et je vous propose également une super analyse de Xavier Fesneau qui vous aide à aiguiller vos investissements dans ces temps un peu troubles pour le cours du Bitcoin. Voilà, retrouvez dans cette newsletter de Grégory Raymond qui nous accompagne chaque vendredi sur BFM Business les pros des cryptos et je vais quand même le
répéter une nouvelle fois, c'est de la diversification patrimoniale, hein, les crypto-monnaies. Je sais que la communauté s'agace qu'on le répète à chaque fois. Oui, on a compris, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ben oui, mais le grand public, il a besoin qu'on l'entende quand même parce que c'est vrai que c'est quand même ultra volatile et qu'il faut surtout pas y investir l'argent dont on a besoin. Merci beaucoup, Grégory, d'être venu nous voir. Grégory Raymond, chaque vendredi avec nous. Nicolas Chéron, depuis Zone Bourse, lui aussi nous accompagne chaque semaine. Le CAC 40 est en baisse toujours de 0,68%, 5552 points à la Bourse de Paris.